Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal télévisé. Voici le sommaire. Tout d'abord, nous nous pencherons sur les métiers du jeu vidéo et leur ascension. Et ensuite, sur la place du cinéma en France. Nous aborderons également l'intégration des personnes en situation de handicap. Et pour finir, nous parlerons de la réforme des retraites. Premièrement, nous vous parlons de ces nouveaux emplois qui émergent. En effet, les métiers du jeu vidéo et de l'e-sport sont de plus en plus reconnus comme des métiers à part entière. Tout de suite, un reportage de Ryan, Baptiste, Alexis, Lucas et Enzo. Toujours sur la lancée de la technologie, la fin des salles de cinéma est-elle proche, à cause des plateformes de streaming et de l'évolution du cinéma? C'est la question que se posent nos journalistes, Sarah, Calex, Camélia, Yasmine, Ajar, Maxence, Émilie et Romain. Depuis leur création, les salles de cinéma n'ont pas de mal à attirer des clients. Malheureusement, après le premier confinement, nous avons constaté que les salles de cinéma ont perdu beaucoup de clients, tandis que les plateformes de streaming ont augmenté en popularité. C'est pour cela que nous nous sommes demandé, est-ce la fin des salles de cinéma? Nous avons pris contact avec la directrice du cinéma du Clermontois, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Léa David, je suis directrice du cinéma du Clermontois et je suis à mon poste depuis avril 2019. Le cinéma vous intéresse depuis toujours? Ouais, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. J'adorais les films d'aventure, style Indiana Jones, tout ça. Et donc c'était tout naturel pour moi d'en faire mon métier et de continuer là-dedans. Êtes-vous satisfaite aujourd'hui? Oui, c'est un métier qui me passionne beaucoup, c'est un métier qui est très intéressant. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais on s'amuse bien. Avez-vous mesuré une baisse de fréquentation du cinéma depuis la sortie des plateformes? Alors depuis la sortie des plateformes, c'est compliqué à évaluer. Il y a eu une baisse de fréquentation pendant la période Covid, ça c'est évident. Les cinémas ont été fermés pendant plus d'un an, si on met tous les mois bout à bout. Après, les gens ont consommé le cinéma différemment. Les studios aussi ont dû s'adapter. Donc voilà, il y a eu des choses qui se sont un petit peu bouleversées. Il y a eu, du coup, l'année 2020-2021, ça a été un petit peu compliqué pour les cinémas. Mais là, ça y est, on commence à voir le bout du tunnel et ça commence à être mieux. Mais du coup, est-ce que les plateformes de streaming, ils ont des impacts sur le cinéma et si oui, lesquels? Alors oui, forcément, je pense qu'il y a de l'impact. Après, je suis plutôt d'avis de dire que tant que les gens voient des choses, c'est ce qu'il y a de mieux pour le cinéma. Il y a du très bon contenu sur les plateformes et du très bon contenu au cinéma. Après, pour moi, effectivement, l'expérience de la salle de cinéma, ça reste ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai envie de dire, tant que les gens trouvent leur bonheur, que ce soit en salle ou sur les plateformes, tant que le cinéma peut vivre, c'est le plus important. Vous, directrice d'un cinéma, utilisez-vous des plateformes de streaming? Oui, on en utilise beaucoup à la maison, j'en ai beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a aussi du contenu de très bonne qualité qui sort sur les plateformes et c'est important de se tenir au courant. Moi, je suis aussi programmatrice, donc c'est important de savoir ce qui sort et ce que les gens aiment. Et puis pour mon plaisir personnel aussi, j'en consomme, mais il y en a que je boycotte. Et vous venez de dire qu'il y en a que vous boycottez. Lesquels? Moi, par exemple, je n'ai pas Disney+. Je suis un peu en guerre avec eux. Alors j'aime beaucoup Disney, l'univers Disney, les films Disney, j'aime beaucoup ça. Mais je préfère à la maison avoir les supports physiques, c'est-à-dire les DVD, plutôt que d'avoir cette plateforme parce qu'ils nous ont fait des petits coups pas très sympas pendant les premiers confinements avec l'apparition de la plateforme. Ça n'a pas été très très réglo pour les salles, donc du coup je préfère ne pas être abonnée à cette plateforme. Avez-vous peur d'une possible fermeture de votre cinéma à cause de l'arrivée des plateformes de streaming? Non, je pense que les cinémas en France vont bien. On entend beaucoup de choses par rapport au cinéma aux États-Unis où ça ferme, mais c'est pas du tout le même mode de consommation. Et en France, le cinéma est beaucoup plus présent dans la vie des gens. Et non, vu les chiffres qu'on fait en début 2023, j'ai pas peur des fermetures des salles. Ça va. D'accord. Pensez-vous que le cinéma offre plus de sensations que les plateformes de streaming? Je pense que oui quand même. Tout simplement parce que l'expérience de la salle c'est assez unique. On est complètement... on est comme dans une bulle en fait. La salle est sombre, le son est d'une très très bonne qualité. Donc forcément on n'est plus touché. Mais moi je me souviens d'expériences très fortes devant des séries ou des films des plateformes. Tout simplement parce que je pense que tant qu'on regarde un contenu qui est intéressant
et qui est de très bonne qualité, on est forcément touché. Après, si on peut être touché en salle, c'est mieux. Mais voilà, il y a de tout et il faut juste trouver et voir ce qui nous plaît et consommer au plus possible. D'après vous, quelle tranche d'âge se rend le plus au cinéma? Alors on a beaucoup de retraités qui viennent au cinéma, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule salle, donc forcément les créneaux, ils sont un petit peu plus disponibles pour se rendre au cinéma. Suivant les périodes, on a aussi beaucoup de familles qui viennent avec des enfants. Clairement, pendant les vacances scolaires, on fait presque que ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais merci, c'était très chouette. Merci, au revoir. Au revoir. Nous avons effectué un sondage au sein du lycée Cassini de Clermont. Voici les réponses des élèves. 55% des élèves préfèrent aller au cinéma, tandis que 45% préfèrent les plateformes de streaming. En moyenne, 53% des élèves vont une fois au cinéma, 34% n'y vont jamais, mais 6% y vont plus de 3 fois. Selon les lycéens, plus de la moitié pensent que les prix sont abordables, tandis que 47% ne le pensent pas. Depuis le premier confinement, les habitudes de certains ont changé. 52% vont moins au cinéma, alors que 48% y vont toujours autant. Les plateformes que les élèves de Cassini utilisent le plus sont Netflix avec 90% d'utilisation, Prime Video avec 53%, Disney+ 51% et Canal+ 20%. Nous pouvons constater, suite au sondage, que la plupart des gens se rendent toujours au cinéma, mais les plateformes de streaming prennent le dessus. Cependant, sommes-nous toujours obligés de comparer les plateformes de streaming et le cinéma? Ne pourraient-ils pas cohabiter? Sur une toute autre question, l'intégration des jeunes en situation de handicap est un sujet majeur dans notre société. Les reporters Léandre, Lénie, Alexandre, Nathan, Timothée, Martin, Clara, Brianna et Fiona s'interrogent sur leurs difficultés au quotidien. En 2012, les écoles françaises accueillaient plus de 225 000 personnes en situation de handicap. 10 ans plus tard, en 2022, les écoles françaises reçoivent 430 000 élèves en situation de handicap, soit presque 2 fois plus qu'en 2012. Parmi eux, Paul, élève de seconde au lycée Cassini, situé à Clermont, il a accepté de répondre à quelques questions concernant sa vie quotidienne. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis en seconde 9 au lycée Cassini. Mon handicap s'appelle la myopathie du chêne. C'est au niveau des muscles et les muscles sont moins forts qu'une personne normale. Comment vis-tu le regard des gens? Au début c'était un peu difficile, après je me suis dit je vais y aller en fauteuil roulant et je m'y suis habitué voilà. Avant, comment tu y allais? Avant j'y allais en marchant parce que je pouvais encore le faire. Ce regard est-il différent de celui du collège? Un petit peu, mais on y fait moins attention et les gens y pensent moins. Est-ce que la ville de Clermont est suffisamment adaptée pour ton handicap? Ça dépend les endroits, mais elle est majoritairement adaptée, mis à part certains trottoirs qui sont assez hauts ou en gravier, mais sinon c'est adapté. Et pour le lycée? Pareil, mis à part pour aller en 400 où il faut faire le tour, mais sinon c'est assez adapté. Est-ce que ton emploi du temps est adapté? Oui, ils ont réussi à mettre la majorité des cours dans le même bâtiment, sauf certains, les cours de sciences qui doivent être à l'étage. Tu prends l'ascenseur pour y aller? Oui, je prends l'ascenseur, là. Il faut les clés, mais sinon c'est accessible et voilà. Comment fais-tu pour les cours de sport? J'y vais pas et comme j'habite à côté, je peux rentrer chez moi. Essayes-tu de faire du sport dans ta vie quotidienne? Pas vraiment et je suis pas intéressé pour l'instant. Est-ce que chez toi, tu as des aménagements particuliers pour faciliter tes tâches quotidiennes? Pas vraiment, c'est normal. Je me débrouille et ça va. Quand tu es chez toi, comment tu t'occupes? Je regarde du sport, je joue aux jeux vidéo, ou je lis des livres. Où j'étais avant, je me baladais pas trop dehors. Et où j'étais avant aussi, je marchais, j'avais pas de soucis avant. Est-ce que tu sors avec des amis dans ton temps libre? De temps en temps, oui, mais pas très souvent, mais quelques fois. Qu'est-ce que tu voudrais en plus pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap? Au niveau du lycée, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour pouvoir aller en 400 sans passer par dehors. Merci. Merci à Paul de nous avoir consacré de son temps. Suite à ces réponses, nous pouvons en déduire que l'établissement n'a pas suffisamment d'infrastructures adaptées pour les personnes ayant un handicap, notamment la rampe permettant d'accéder à la cantine et à la maison des lycéens,
Les classes composées d'un élève en situation de handicap ont donc un emploi du temps aménagé pour faciliter ses déplacements. Un autre enjeu de société tout aussi important et actuel. La nouvelle réforme des retraites met encore une fois les femmes en difficulté dans le monde du travail. Un reportage de Emma, Manon, Pénélope, Bouchra, Nawel, Lilou, Louane, Théo et Johan. La nouvelle réforme des retraites a été présentée le 10 janvier 2022 par la Première ministre, Elisabeth Borne. Cependant, cette réforme provoque le mécontentement d'une grande partie de la population. La féministe Caroline de Haas, femme politique, dit: Avec cette réforme, les femmes risquent de perdre leur indépendance économique. Des propos validés par la députée de gauche Clémence Guettet. Même Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, déclare: La réforme des retraites est un peu pénalisante pour les femmes. Pour appuyer ces propos, Madame Aude Rabot, professeure à la Fac de Paris, a accepté de nous accorder une interview. Tout d'abord, j'aimerais rappeler donc que le système français des retraites se compose d'un régime général, de ce qu'on appelle plusieurs régimes complémentaires et surtout de régimes dits spéciaux. Le système repose surtout sur le principe donc de la répartition, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui vont être prélevées sur les salaires des actifs et des actives pour financer donc la pension des retraités. Et ce système de retraite, qui a été créé en 1945 en France, a fait l'objet de plusieurs réformes, depuis notamment le milieu des années 90. Donc il y a eu des grosses réformes en 1995, en 2003, en 2010, en 2014. Et ces réformes ont été largement contestées parce qu'il y avait cette idée, la population considérait que ces réformes contribuent plutôt à réduire globalement les droits à la retraite et à diminuer tout un ensemble de garanties du système des retraites pour les salariés. Deuxième question que vous me posez, donc, est-ce qu'avant cette réforme, les hommes et les femmes avaient autant de différences sur leur départ et sur leur pension de retraite? Alors, moi, ce qui me semble important, c'est de rappeler que les femmes et les hommes ne sont pas égaux donc, devant la retraite. Les femmes n'ont pas du tout les mêmes carrières que les hommes, elles n'ont pas les mêmes salaires que les hommes et donc n'ont pas non plus les mêmes retraites. La principale raison de cette inégalité, elle est due aux inégalités professionnelles qui génèrent donc des écarts importants entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Et ce sont notamment les carrières qu'on dit les carrières hachées, par les congés parentaux qui sont principalement en cause et qui expliquent cette situation. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière font que les pensions des femmes sont inférieures entre 39 et 40% à celles des hommes. Et ça, ce sont des chiffres qui décrivent la situation de 2022. Et ce sont donc surtout les différences de salaire de référence et dans une moindre mesure les différences de durée validée, qui créent cet écart de retraite entre les hommes et les femmes. Le système de retraite tient compte de ces différences de salaire de référence et tente de compenser, mais seulement en partie, ces disparités de salaire. Actuellement, 19% des femmes sont contraintes de prendre leur retraite à 67 ans, pour éviter donc une décote, ce fameux malus, qui serait lié à leur carrière plus hachée. Des carrières hachées, parce qu'elles ont dû arrêter de travailler pour s'occuper notamment de leurs enfants. Carrières plus hachées donc que celles des hommes, et en plus avec des salaires plus bas que les salaires des hommes. Avec cette nouvelle réforme, et je crois que c'est ça l'élément important qui me semble répond à la question que vous me posez, les femmes vont devoir finalement fournir un effort supplémentaire et perdre à la fois en temps et en argent. C'est-à-dire qu'on pourrait répondre à votre question par le fait que, avant cette réforme, les hommes et les femmes avaient un petit peu moins de différence sur leur départ et leur retraite que si cette réforme devait passer. Notamment si on se base sur les projections qui ont été faites par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui montrent que les femmes qui sont nées en 1980 devront travailler, si cette réforme passe, 8 mois de plus qu'aujourd'hui, et les hommes seulement 4 mois de plus. Et cela s'explique toujours par le rôle que joue le fait d'avoir des enfants, et le fait qu'un enfant apporte
entre guillemets, une majoration et permet aux parents, et donc le plus souvent aux femmes, aux mères de famille, de valider des trimestres supplémentaires. C'est-à-dire, par exemple, dans le secteur privé, un enfant permet de valider jusqu'à 8 trimestres. Si la réforme proposée par le gouvernement et actuellement discutée devait passer, l'âge de départ, et si l'âge de départ à la retraite devait augmenter, la majoration fournie par ces trimestres rapportés par le fait d'avoir un enfant va avoir beaucoup moins d'intérêt, et notamment pour les femmes qui sont les premières concernées, puisque de toute façon, les femmes devront travailler jusqu'à 64 ans. Ainsi, la professeure Aude Rabot confirme les propos de Caroline de Haas. Les femmes et les hommes ne sont déjà pas égaux devant la retraite et cette réforme n'arrangera pas les choses. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.